Pascal, Gilles, je vous propose d'attaquer. Ok pour moi. Je sais pas, on va pas se refaire une petite intro et tout le machin, c'est pas la première, donc on connaît tous l'importance qu'on peut attacher à cette opération et les capacités qu'elle donne. Je sais pas, Gilles, s'il veut dire 2-3 mots, sinon on te laisse manager l'opération sans aucun problème. Gilles. Oui, bon, pardon. Je pense que tu as coupé ton micro, Gilles, on t'entend pas. Ouais, pardon. Je suis désolé. Oui, je disais, c'est la lourdeur de Teams qui me fait ramer là un peu là. Si, c'est lourd en ressources machine. Enlève le flux vidéo, peut-être, ça te permettra d'avoir un peu plus de bande passante. Ouais, C'est pas qu'on veuille pas te voir, hein. Oui, non, mais si, je sais, j'ai une sale tête, tu veux pas me voir, très bien. Il n'y a pas de souci. Donc bon, merci à tous ceux qui ont pu se connecter, qui sont avec nous. Donc Pascal a dû le rappeler, l'importance de l'opération Solaire Dome, qui nous permet pour les communes d'avoir des conditions un peu exceptionnelles pour installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures communales, en sachant qu'il y a un enjeu effectivement d'économie d'énergie, de production d'énergie. On est sur un territoire où la production d'énergie renouvelable est relativement faible par rapport à d'autres territoires. On a l'ambition d'en avoir une production beaucoup plus importante, et puis c'est l'occasion effectivement de porter une opération à la fois communautaire et communale, mais de type mutualisé, sur ce genre de problématique. L'objectif de la réunion, c'est de rappeler la règle du jeu aux élus, tant il est vrai que l'opération avait été initiée par le conseil départemental, par la DUN, par Mont-d'Arverne Communauté avant les élections de mars, que depuis il y a eu un certain nombre de changements d'équipe et qu'il est toujours bon de rappeler pas d'appeler, mais d'instruire en quelque sorte ou d'informer les nouveaux élus des possibilités qui sont données. Donc l'idée, je suppose que c'est Michael qui va diriger la réunion. L'idée, ça va être de rappeler ce qu'est Solaire Dome, de rappeler comment ça fonctionne, comment les communes et la communauté de communes, puisqu'elle a fait des choix aussi sur ses bâtiments propres, comment on est invité à faire ces installations et à les faire fonctionner, et puis d'inciter aux communes qui n'ont pas encore répondu à cette incitation à le faire, si elles en ont à la fois l'envie et les moyens, quand il est vrai que ça coûte un petit peu d'argent quand même aux communes. On n'a rien sans rien, hein, mais c'est aussi une économie d'énergie pour les communes, et puis participer à cet effort mutuel de la communauté de communes sur une possibilité de production d'énergie. Donc bon, je ne vais pas être plus long que ça, je vais laisser donc la parole à Michael qui va nous détailler ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser les questions qui vous intéressent, à essayer de lever les interrogations que vous pouvez avoir individuellement pour pouvoir les retranscrire au sein de vos conseils municipaux et d'exécutifs de la commune, de façon à ce que vous puissiez avoir une décision à la fois éclairée et prégnante sur le sujet. Michael, je te laisse la parole. Oui, merci Gilles. Donc Michael Bonneyou. Peut-être avant de laisser la parole, j'irai aux collègues de la DUM. Je vais vous expliquer comment va se dérouler la réunion, donc en visio, donc dans des conditions particulières, hein. Donc nos élus ont fait une introduction, donc la réunion va désormais se dérouler en 2 temps. Un temps de présentation du dispositif par les collègues de la DUM, et puis un deuxième temps d'échange, de questions-réponses. À cette occasion, je remercie les communes qui ont pu nous faire parvenir des questions en amont de la réunion. Sébastien Brunet, qui va présenter le dispositif, répondra, j'irai juste après la présentation du dispositif.
Donc, également en préambule, rappeler les règles pour la prise de parole. Par défaut, je vous remercie d'éteindre vos micros durant la présentation. Quand vous souhaitez prendre la parole, vous avez un petit thème, levez la main. Je vous remercie de cliquer dessus et d'attendre qu'on vous donne la parole. Quand vous intervenez, merci de vous présenter et d'indiquer de quelle commune vous appartenez. C'est important. On est en début de mandat, c'est bien qu'on puisse mettre un nom, une commune et un visage sur chacun. Concernant les intervenants de ce soir, donc, nous avons la chance d'avoir 3 personnes de la DUM, donc en la personne de Sébastien Contamine, qui en est le directeur, Sébastien Brunet et Nadia Heidenreich, qui sont conseillers en énergie partagée. Nadia étant notre conseillère affectée au territoire de Mont-d'Arverne. Sébastien, lui, étant un petit peu, je dirais, la cheville ouvrière du dispositif Solaire Dome. Donc, c'est Sébastien qui va vous présenter, je dirais, le dispositif. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Je te laisse la parole, Sébastien. Oui, merci Mickaël, merci à tous et bonjour. Du coup, je vais vous partager la présentation que vous aviez reçue. On avait fait en sorte que vous l'ayez 3-4 jours à l'avance pour que la visio puisse se faire dans des conditions un petit peu plus agréables. J'espère que vous la voyez bien. Je vais du coup la mettre en plein écran. Je vais juste laisser la parole 2 minutes à mon directeur, donc Sébastien Contamine, qui est également présent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette seconde présentation du dispositif Solaire Dome. Simplement un petit rappel, Gilles l'a fait tout à l'heure, hein, le cadre dans lequel ça se présentait, le plan climat et énergie territoriale sur lequel les élus d'un mandature passée ont lourdement travaillé avec l'idée de travailler sur la baisse des consommations et puis la partie diversification énergétique. Dans le cadre de l'accompagnement que nous avions assuré auprès des collectivités, on avait proposé des fiches actions. Et parmi ces fiches actions, il y avait cette fameuse fiche Solaire Dome qui permettait aux collectivités de mettre en œuvre des actions, parmi lesquelles l'implantation de centrales photovoltaïques au travers de cette fameuse opération Solaire Dome. Donc, vous avez repris cette fiche et je vous en remercie. Et donc, l'idée maintenant, c'est de pouvoir travailler à mettre en œuvre ce dispositif-là. Voilà, donc si tu peux passer à la diapositive suivante. Simplement, Solaire Dome est basé sur le principe d'aller vers plus d'opérationnalité. C'est vrai que le photovoltaïque est un sujet qui a été assez longuement abordé lors des ateliers du PCAET. C'est vrai qu'il y a une grosse demande de la part des collectivités, qui plus est après les municipales qui nous sollicitent sur cette question-là. Sauf que parfois, c'est compliqué pour les collectivités d'agir lorsqu'elles n'ont pas une connaissance parfaite du potentiel. Donc, l'idée Solaire Dome, la première des choses, c'était de pouvoir évaluer le potentiel d'implantation de panneaux solaires, de centrales photovoltaïques, de diverses puissances en toiture de bâtiments publics, pour que derrière les collectivités puissent connaître leur potentialité et prendre des décisions pour pouvoir agir sur ce sujet-là. Deuxième niveau d'intervention, au-delà de cette présentation qui va vous être faite à nouveau ce soir, l'idée c'est de pouvoir travailler groupé. Pour la simple et bonne raison, c'est que si chaque collectivité commune qui décide d'y aller sur Mont-d'Arverne Communauté, pour pouvoir consulter les entreprises et faire réaliser les travaux d'implantation de centrales photovoltaïques en toiture de bâtiments publics, ça risque de prendre un petit peu de temps avec forcément des exigences qui ne seront pas forcément les mêmes. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler à l'échelle de l'intercommunalité, définir des documents de consultation pour pouvoir consulter des entreprises et pour pouvoir agir ensemble. Je ne pense pas que sur les questions de coûts, on arrivera à réduire de manière substantielle, mais on aura au moins cette démarche avec l'idée de pouvoir réaliser un nombre assez conséquent d'installations photovoltaïques sur le territoire de Mont-d'Arverne. Et je vous informe que ces démarches-là sont aussi développées sur les autres EPCI du département du Puy-de-Dôme. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de travailler là-dessus, vous offrir l'opportunité de réfléchir à l'implantation de centrales photovoltaïques pour démontrer ou montrer la voie à vos concitoyens, aux acteurs de votre territoire,
ce qu'il faut faire en matière de production énergétique locale, et ce de manière massive. Si toutes les collectivités s'investissent et investissent dans une centrale photovoltaïque, ça sera un signal fort vis-à-vis des concitoyens. Le principe d'investir sur du 9 kW crête, on a fait ce choix-là, même si nous avons étudié toutes les puissances possibles sur vos bâtiments, 3, 9, 36 et 100 kW crête, avec une logique de production et injection dans le réseau. Mais ce qui ressort le plus, c'est que le 9 kW crête semble être le plus adapté à vos bâtiments, en sachant que les coûts d'investissement ne sont pas énormissime, il faut compter à peu près 20 000 euros partant sur des hypothèses assez hautes, et en sachant qu'on s'est débrouillé aussi pour pouvoir mobiliser le département du Puy-de-Dôme, qui a mobilisé une enveloppe de 500 000 euros pour financer les installations photovoltaïques à raison de 5 000 euros par installation, dans la limite d'une installation par collectivité. Vous voyez, donc l'objectif, c'est vraiment de faire dans la massification, en ayant pris soin aussi en amont de tester le territoire et de rencontrer les opérateurs que sont les entreprises qui potentiellement pourront se présenter sur ce type de marché public. Voilà. Et pour en terminer, donc l'accompagnement, il est vraiment assuré par nos soins du début jusqu'à la fin. L'idée vient de nos têtes en interne aux élus et aux agents de l'ADUM, parce qu'il y a eu ce constat qui est fait, qu'il fallait se positionner sur du photovoltaïque. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter un maximum d'éléments à la collectivité pour réduire la charge de travail pour chacune des collectivités. On a même pensé, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, à réduire aussi la charge de l'investissement pour que ça se fasse de manière un peu plus simple. Et pour terminer, le fait qu'on suive l'évolution de vos consommations sur le patrimoine bâti communal, on suit aussi l'évolution des productions communales, et donc le principe, c'est que lorsque les installations seront réalisées, nous pourrons suivre la production annuelle, puisque l'intérêt, c'est de faire en sorte que vous produisiez pour pouvoir rentabiliser les investissements. Voilà, merci. Merci Sébastien. Je vais prendre la suite. Beaucoup a déjà été dit du coup par Sébastien. Effectivement, il y a quasi un an maintenant, en décembre 2019, on avait présenté sur votre territoire les analyses d'opportunités qui ont été réalisées sur tous vos bâtiments. Je vais donc très rapidement revenir dessus. Certaines équipes ont changé, mais vous avez tous plus ou moins eu le temps de prendre connaissance de ces bâtiments. On a travaillé avec des outils libres mais performants, notamment Géoportail pour estimer tout ce qui est les surfaces, les inclinaisons, les orientations, et puis un logiciel européen pour simuler le productible solaire. Et puis après, tout le reste de l'outil et de l'Excel développé par nos soins pour vous présenter ces fiches d'analyse d'opportunité. Elles sont toujours constituées de la même manière. Une fiche de synthèse qui reprend tous les bâtiments qu'on a étudiés sur votre collectivité et qui recense très rapidement le niveau d'opportunité de vos bâtiments. Déjà la puissance installable et puis le niveau d'opportunité. Soit l'opportunité est nulle, le bâtiment est mal orienté, sa surface est un peu particulière, soit l'opportunité va être défavorable dès lors qu'on a pris soin en amont de rencontrer les architectes des. Et dès qu'il y a une servitude avec un monument historique ou autre zone sur vos communes, l'ABF s'est prépositionné. Donc, il peut avoir émis un avis défavorable. Et puis après, soit l'opportunité solaire va être très forte, forte ou moyenne. Très forte, c'est vraiment quand il y a un alignement de tous les facteurs positifs pour faire du solaire. Vous avez un bon productible, un bon temps de retour, un raccordement simple. Ça aussi, on s'est attaché à savoir auprès d'Enedis quelle était la typologie de raccordement de vos installations. Et puis après, il y a des choses qui peuvent se dégrader un petit peu en termes de productivité ou de raccordement qui va faire que l'installation va être forte, ou se dégrader encore, elle va être moyenne. En tout cas, vous avez une fiche bâtiment sur chacun des sites qui présentent une opportunité. Ces fiches reprennent sur un recto verso en fait toutes les données techniques et économiques. Les données techniques au recto et les données économiques au verso. Donc vous allez retrouver tout ce qui est géolocalisation du bâtiment avec une petite image, puissance installable, puissance retenue. Il y a un contexte réglementaire aussi qui fait que des fois on met un petit peu moins de puissance retenue que de puissance installable sur nos bâtiments. Éventuellement la servitude architecturale du site, enfin voilà, tous les
toutes les infos techniques, et puis au verso, les infos économiques, avec le tarif auquel va être vendue l'énergie photovoltaïque, une estimation de l'investissement. On a pris soin de rencontrer 4-5 entreprises sur le territoire pour avoir des coûts cohérents à vous présenter, et puis aussi des coûts de fonctionnement qui seront demain, l'entretien de la centrale, une petite taxe à payer tous les ans aux gestionnaires de réseau, une éventuelle surprime d'assurance, ça sera à négocier avec tous vos assureurs, et puis une éventuelle provision pour remplacer les onduleurs. En tout cas, voilà, une fiche qui se veut la plus synthétique pour vous présenter quel est le potentiel solaire de vos bâtiments. Et puis la dernière fiche qui va faire l'objet de la suite de notre réunion pour voir comment on va s'y prendre pour continuer l'opération, c'était la fiche d'intention. On avait souhaité il y a 1 an, du coup, préconnaître vos intentions. Donc là, ça ne reprenait que les bâtiments, on va dire, éligibles à l'opération Solar Dome, donc sur lesquels un 9 kW crête était envisageable. Le 9 kW crête aussi, Sébastien Contamine tout à l'heure l'a pas dit, c'est vrai que c'est simple, c'est pas trop coûteux. C'est surtout aussi, il n'y a aucun dimensionnement réalisé, c'est un kit tout fait. Du coup, pour rédiger des marchés de travaux, c'est un peu plus simple que si on était sur des installations de plus forte puissance. Il faudrait forcément passer par un bureau d'études qui là, regarderait un peu plus dans ce détail les différentes possibilités de raccordement. Sur un 9 kW crête, c'est assez simple, et donc la partie cahier des charges pour la rédaction du marché de travaux sera également peu technique, mais peu technique. Pour résumer, un 9 kW crête, en général, ça produit environ 10 000 kWh par an, dès lors qu'il est bien orienté. On est sur un investissement, raccordement compris, un petit peu inférieur à 20 000 euros. Ça, faut espérer que les marchés font jouer la concurrence et qu'on pourrait être un petit peu en dessous. Mais voilà, c'est de cet ordre de grandeur-là. Ça rapporte un revenu brut, donc qui est les kilowattheures fois le tarif auquel on revend notre énergie, d'un petit peu plus de 1 600 euros, auquel, quand on soustrait les taxes, les éventuelles surprimes, un contrat d'entretien, on obtient un revenu net. Ça, c'est ce sur quoi les installateurs insistent un petit peu moins. En général, ils prennent des temps de retour qui sont bien meilleurs, mais c'est qu'ils partent du revenu brut. Finalement, c'est ce revenu net qui est de l'ordre de 1 300 euros. Pour voilà, un temps de retour moyen, en fonction des installations, on va dire de 14 à 20 ans, selon vraiment comment elle est orientée et combien elle va produire de kilowattheures. Et donc, au mieux, elle va avoir un temps de retour rapide. À ça, effectivement, la dynamique collective a permis de mobiliser sur votre territoire 2 subventions. Alors, une pour tout le monde, la subvention du département, qui a été validée cet été et donc qui va permettre de venir financer 5 000 euros sur une installation par commune. Donc voilà, sachez que chaque commune de Mont-d'Arverne, il y aura une méthodologie qu'on travaillera ensemble pour demander l'aide au département. On fera une demande groupe au département et après le département conventionnera avec chacun des membres de l'opération Solar Dome. Et donc chaque collectivité pourra obtenir 5 000 euros sur une installation. Et puis il y a une deuxième aide qui va être mobilisable, mais là ça va concerner moins de communes. C'est une aide du parc naturel Livre-Forez. Donc pour les quelques communes concernées, on pourra se rapprocher ensemble du parc pour voir les modalités. Mais voilà, c'est une aide de la région que le parc a redirigée vers l'opération Solar Dome, sur lequel on peut s'attendre à peu près au même niveau d'intervention. Ce ne sera certainement pas 5 000 euros, mais 25%. Ce sera plutôt un pourcentage. Mais donc, ça correspondra à peu près à la même intervention. Le bilan de toutes ces analyses de façon groupée, c'était que un peu plus de 89 kW crête possibles sur votre territoire, 12 avec une opportunité très forte, 44 avec une opportunité forte et 25 avec une opportunité moyenne, ce qui représente quand même un potentiel d'installation de 730 mégawatts crête, kilowatts crête pardon, sur votre territoire, juste avec les 9 kilowatts crête. Je vous laisserai prendre le temps de regarder les autres centrales, les autres puissances. Vous voyez qu'il y a peu de grosses centrales
une seule de 100 kW crête sur Vic-le-Comte, me semble-t-il, et puis quelques centrales entre 9 et 36 kW crête également, qui pourront être développées par d'autres biais que SolarDome, avec des investissements directs, des centrales citoyennes, enfin, voilà, à voir ce qui se fera sur le territoire. Les intentions qu'on a reçues jusqu'alors, c'est vraiment des intentions à confirmer, puisqu'elles ont été reçues un peu au fil du temps, des fois par les anciennes équipes, des fois les nouvelles. Enfin, il va y avoir un temps de constitution de groupement, là, que je vais vous développer sur les 2 prochaines slides, qui vont justement permettre de venir confirmer ces intentions. Aujourd'hui, il y avait 10 collectivités qui s'étaient manifestées. Ça représentait un potentiel de 17 installations sur votre PCI. Effectivement, Gilles Pétel l'a énoncé au début, Mont-d'Arverne fait sa part en apportant les 2 bâtiments sur lesquels ils peuvent mettre un 9 kW crête. Il faut aussi que le coordonnateur d'un groupement ait des besoins. Donc, heureusement que Mont-d'Arverne a également des besoins. Donc, elle peut du coup porter le groupement pour toutes les communes de l'EPCI. Et puis après, voilà, vous avez vu la présentation un petit peu en amont. Je ne reviens pas sur la liste exhaustive des intentions qu'on a reçues, mais il y a quand même quelques communes sur lesquelles on n'a pas eu de positionnement ferme. C'est dans l'encadré à droite de la slide. Certaines qui ne vont pas pouvoir en mettre à cause notamment des ABF, je pense malheureusement à certains Montaland, d'autres qui n'ont pas de 9 kW crête ou qui sont positionnés défavorablement. En tout cas, voilà, la phase qui commence à partir de la semaine prochaine, on va voir le calendrier, va permettre de bien confirmer toutes ces intentions. Je vais du coup vous présenter le calendrier envisagé pour l'opération. Il va y avoir un temps de constitution de groupement. Donc, le groupement de commande va être coordonné par le PCI Mont-d'Arverne. On va se laisser les 2,5, parce qu'on est déjà presque mi-novembre, 2 mois et demi qui arrivent pour constituer ce groupement. Derrière, il va falloir rédiger et bien dimensionner les marchés pour qu'ils soient, on va dire, ce soit des marchés sur lesquels les entreprises locales puissent se positionner. Il ne faut pas non plus avoir un trop gros marché. Donc, on verra en fonction de votre besoin, de ce qu'ont dit les entreprises, dont certaines locales sur votre territoire, jusqu'à 20-25 installations. Elles peuvent l'absorber dans leur charge sur, on va dire, 6 mois de travaux. Donc là, il semblerait que, on verra où en sont les intentions à la fin du mois de janvier, mais il semblerait qu'on puisse n'être que sur un seul lot. En tout cas, voilà, on retravaillera tout ça sur les mois de janvier et février. Derrière, en vue de lancer les marchés en mars, pour les attribuer sur du fin avril, l'idée étant de notifier les marchés de travaux sur le mois de mai 2020, pour ensuite avoir, on va dire, la période estivale de préparation. Il va y avoir un temps administratif, en fait, notamment de déclaration préalable, ça va faire par vos soins, de demande de raccordement, sur lesquelles les entreprises vont vous accompagner. C'est des demandes qui sont à faire auprès du gestionnaire de réseau Enedis, et le temps peut être de 3 mois. Donc voilà, l'idée, ce serait d'être prêt fin août, sur du temps masqué un peu administratif, pour attaquer les travaux en septembre, et puis après pour suivre la production sur les 20 prochaines années. Les prochaines étapes, la prochaine étape plutôt, c'est vraiment la constitution du groupement. Il va donc falloir délibérer au sein de chaque collectivité pour, approuver la convention constitutive de groupement, que va coordonner donc Mont-d'Arverne, 2, adhérer aux 10 groupements et lister les bâtiments que vous souhaitez intégrer dans le groupement. Je vais vous détailler les pièces qui vont vous être envoyées. Et puis 3, autoriser un représentant, le maire ou autre, à signer l'acte constitutif, la convention constitutive du groupement, et puis à signer également les demandes de subventions qui seront à réaliser ici ou là. Le département, on est sur quelque chose. Faudra aller voir du côté de la région, de l'État, dans le cadre des plans de relance, il y a d'autres choses. Ce modèle de délibération et de convention constitutive vont vous être envoyés début de semaine prochaine. Lundi, je pense que ce sera dans vos boîtes aux lettres. Donc, ce sera constitué de la délibération, de 2 annexes, la liste des bâtiments que vous pouvez intégrer
Donc, il faudra bien compléter en disant lesquels vous intégrez définitivement à l'opération. Et puis, la deuxième annexe, c'est l'acte constitutif. Et puis, vous sera également joint une fiche de renseignement qui va me permettre de mieux travailler sur le marché de travaux et donner un maximum d'informations aux entreprises pour qu'elles chiffrent au mieux les travaux à réaliser et qu'il n'y ait pas de surprise. Plus on est clair dans le marché, et après, meilleurs sont déroulés. Et puis, donc… Excuse-moi, il y a le président qui souhaite intervenir. Oui, allez-y, monsieur Pigot. Bon, ça aurait pu être à la fin, tu aurais pu finir le déroulé. Non, c'est juste une question de méthodologique sur la temporalité. Dès à présent, dans le document qui validera la participation de telle commune au groupement, est-ce qu'il peut établir une temporalité quant aux bâtiments qui seront susceptibles de recevoir ces panneaux? Par exemple, en 2021, tel bâtiment, en 2022, tel bâtiment, et en 2023, tel bâtiment. Oui, tout à fait. Ouais. Merci de le préciser, de le faire sous forme de question. Mais oui, c'est vrai que l'annexe 2, vous verrez tous vos bâtiments de 9 kW crête et puis vous aurez 4 années possibles. C'est-à-dire qu'on vous propose effectivement, le groupement va pouvoir faire réaliser des travaux sur 4 ans. Donc, de faire réaliser des travaux en 2021, 2022, 2023 ou 2024. Ce qui vous permettra, à vous, communes, d'échelonner vos installations. Et du coup, ce qui finalisera ce groupement, ce sera la délibération du coordonnateur qui va être prévue au Conseil communautaire de janvier 2021. Et les pièces pour monter la délibération du Conseil communautaire, les pièces devant arriver le 4 janvier. On va demander à toutes les communes de se positionner avant le 31 décembre de cette année. Donc, c'est pour ça que dès lundi, vous aurez dans vos boîtes aux lettres ce modèle de délib qui a été validé donc, en collaboration avec Hélène Ventalon des services de Mont-d'Arverne et Michael et moi-même, plus l'annexe 2, plus ces listes de bâtiments. J'en finirai avant de répondre aux questions posées en amont et puis aux questions éventuelles qui vont l'être tout de suite, avec deux diapos sur des informations complémentaires. Les informations pour une bonne réalisation des installations. Il y a deux slides. Celle pour que le travail soit bien fait. Les entreprises vont venir visiter tous les bâtiments que vous allez intégrer. Elles ont toutes fait ce souhait-là. Donc là, il faudra, je préviens déjà, il faudra qu'on arrive à trouver une organisation efficace parce que si on a 25 installations à faire visiter à 4-5 entreprises, il faudra qu'on se trouve une méthodologie. Donc c'est un petit point d'alerte. Sachez qu'un bon de commande correspondra à un bâtiment. Donc, les membres, chaque collectivité, qu'elle a engagé 1, 2 ou 3 bâtiments, elle affermira autant de bons de commande qu'elle a engagé de bâtiments, selon les années sur lesquelles elle souhaite réaliser ses travaux. Ce sont les entreprises qui se positionneront sur la capacité de portance des toitures. Donc, c'est pour ça qu'elles souhaitent visiter également. Par contre, si elles ont un doute, là, il y aura un contrôleur technique qui va être missionné en parallèle. Donc, ce marché va également être lancé par Mont-d'Arverne sous forme également de bons de commande. Et donc, si les entreprises ont un doute sur la portance de vos toitures, ce sera à la collectivité d'engager le bon de commande pour faire passer le contrôleur technique. Du coup, en fait, là, il y a un espèce de droit de retrait des collectivités. Soit l'entreprise a un doute, donc la commune ne veut pas aller plus loin, soit elle actionne le bon de commande du contrôleur technique qui va permettre de venir chiffrer ou évaluer la portance de la structure. Et puis, soit après, les travaux sont réalisables pour renforcer la charpente, soit le contrôleur technique dit non, c'est bon, soit il y a un renforcement à faire et ça peut être pris en charge ou trop coûteux pour la collectivité. En tout cas, ce seront des cas dans lesquels les membres pourront se retirer. Et il y a un deuxième cas dans lequel les membres pourront se retirer, c'est les frais de raccordement. On a eu de la part d'Enedis une estimation de raccordement, notamment dès lors qu'ils sont simples, on sait qu'ils sont de 1 300 €. Par contre, il se peut que le réseau change, que l'info qu'on a obtenue il y a maintenant presque un an soit plus celle quand on va demander les demandes de raccordement dans 6 mois. Donc, en tout cas,
en fonction du coût de raccordement, s'il représente plus de 10% du montant de l'installation, il y aura un droit de retrait également des membres dans ces cas-là. Ce sont des règles du jeu avec lesquelles les entreprises ont l'habitude de jouer, puisqu'elles ont l'habitude de, on va dire, entre guillemets, perdre des installations à cause de ces deux facteurs-là, hein, la portance ou le raccordement. Le troisième étant un avis défavorable des ABF, mais comme on s'en est assuré en amont, ça devrait bien se passer là-dessus. Et puis, dernier point pour que dans cette phase un peu de réalisation, les déclarations préalables, puisqu'il n'y a pas de permis de construire, hein, là c'est juste une déclaration préalable pour mettre des panneaux en toiture, ça ce sera la charge de chaque membre à instruire en général dans vos services. Et ma dernière slide, c'est les informations complémentaires pour une bonne durée de vie et rentabilité des installations. Le photovoltaïque, il y a Isabelle Gardère de Combraille Durable qui le dit souvent, le plus simple c'est d'investir. L'idée c'est que derrière elles produisent pendant 20 ans pour avoir le temps de retour qui est annoncé. Sachez dès lors que les matériaux, donc que ce soit les principaux matériaux, panneaux et onduleurs, bénéficieront de garantie, en général de l'ordre de 20 ans, voire des extensions de garantie. Enfin, ça, ce sera à voir vraiment dans les marchés. En tout cas, tout sera fait pour qu'elles aient les meilleures garanties. Il y aura des modalités d'entretien. L'entreprise qui réalisera les travaux positionnera également un bon de commande d'entretien sur les 3 premières années que chaque collectivité pourra actionner. Et puis, sur la suite, il faudra voir si on continue de façon collective ou individuelle en fonction des attentes du territoire pour faire un suivi et un entretien de ces installations. Il faudra mettre sur pied un réseau de techniciens des collectivités, mailler un petit peu le territoire pour arriver à faire des interventions de premier niveau, à savoir réenclencher des disjoncteurs. Je pense qu'il y aura il y aura un suivi, on va dire, derrière ordinateur qui vérifiera que toutes les centrales produisent bien. Mais sur le terrain, s'il y a des disjoncteurs qui disjonctent, comme leur nom l'indique, il faudra aller les réenclencher rapidement. Donc là, il faudra s'appuyer sur des techniciens ou des élus des collectivités à voir comment le mettre en place. Et puis, sachez que dans la procédure de facturation, vous serez également accompagné. Ça, il y a trop de collectivités qui l'oublient, mais il y a quelque chose à faire tous les 6 mois. Donc, vous aurez des relances de la part de Mont-d'Arverne ou de la DUM pour être bien dans les clous de cette facturation-là. Donc, sur 20 ans, on va dire que le fonctionnement envisagé, c'est avoir une supervision générale à distance qui sera assurée par la DUM ou Mont-d'Arverne. Vous aurez la possibilité d'avoir une supervision individuelle, d'aller voir toutes ces données de production, vous, en tant que membre du groupement. Il faudra qu'il y ait un réseau de techniciens pour enclencher les disjoncteurs. Et puis, il faudra qu'il y ait des contrats d'entretien et de maintenance liés avec des entreprises. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je vais du coup arrêter le partage. Mickaël, oui. Est-ce que je réponds tout de suite aux questions posées ou est-ce qu'il y en a d'autres tout de suite là? Ce que je te propose, comme on avait déjà des questions, qui ont été remontées en amont, c'est peut-être d'y répondre. Et ensuite, on proposera aux élus de poser des questions en direct. Je vois que Pascal en avait une. Non. Alors écoute, oui, si tu veux, c'était lié à la genèse du projet. Je me rappelle les premières réunions de démarrage. J'avais évoqué la possibilité, est-ce que dans ce dispositif, on pouvait envisager la possibilité de location des toits? Et j'ai pas souvenir d'avoir eu une réponse objective. Peut-être que, enfin, objective, je sais pas, mais pas de réponse tout au moins. Alors, le fait que j'y vois pas aujourd'hui dans le compte-rendu me laisse à penser que c'est quelque chose qui n'était pas possible. Mais est-ce qu'on avait creusé la piste parce que ça avait un avantage, ça évitait aux communes de mettre un engagement financier sur l'opération et ça leur permettait de remplir aussi à quelque part une obligation de développement durable, une obligation intellectuelle qu'on se pose, pas légale, de rentrer dans le PCET de la Comcom et de contribuer à développer ces énergies renouvelables sur notre territoire. Voilà, c'était juste cette question-là. Je peux vous apporter un petit élément de réponse et Mickaël, tu compléteras éventuellement. Sur cette taille d'installation, non, vous n'aurez pas d'investisseurs privés
qui va vous proposer un loyer. Il faut vraiment être sur des installations de plus forte puissance, à partir de 36, voire du 100. Du 100 kg, là, il commence à y avoir des investisseurs privés qui sont en mesure de faire l'installation, de la suivre, de l'entretenir pendant 20 ans et de vous proposer un petit loyer. Mais sur cette taille de 9 kg, ce ne sera pas le cas. Oui, ce qu'on peut, alors peut-être pour compléter le propos de Sébastien, je dirais ce type d'installation, de même que les 36 kW crête, peuvent être aussi à un moment donné, je dirais, portés par des coopératives de production d'énergie citoyenne. Sur le territoire du département, on en a deux, une dans les Combrailles, une dans les Bredouilles-Forez, mais qui ne couvrent pas, en tout cas, de manière marginale, je dirais, le territoire de Mont-d'Arverne. Donc, on est en train de regarder, on avait un stagiaire sur 6 mois pour voir si on ne peut pas favoriser l'émergence, je dirais, de ce type d'outils qui sera en capacité, je dirais en partie, d'investir en lieu et place des communes sur leur toiture, sur des centrales, je dirais, pour lesquelles les communes ne souhaiteraient pas aller ou n'auraient pas les moyens d'aller. Mais pour l'instant, on est vraiment aux prémices. Donc, le projet n'est pas mûr et puis on est au stade où on essaie de constituer un réseau de bénévoles qui souhaiteraient, porter le projet. Et je veux être honnête, à la fois, c'est pas. Vous avez vu que les temps de retour pour un 9 kW crête, ils sont entre 14 et 20 ans. C'est-à-dire, et le tarif d'achat qui va être obtenu auprès de l'État, EDF obligation d'achat ou un autre fournisseur d'énergie, il va être de 20 ans. Donc finalement, y a pas, ça s'autofinance, ça se rembourse, mais ça ne génère pas énormément de bénéfices. Ça permet vraiment à vous, collectivités, de faire votre part, de montrer l'exemple aux administrés et de produire localement du renouvelable à moindre frais, parce que finalement, ça génère quand même un petit revenu derrière et ça vient rembourser votre annuité d'emprunt liée à cet investissement-là. Donc, je vais donner la parole à Yves Chambon, qui a une question. Oui, bonjour. Yves Chambon, Oteza. Oui, j'avais juste une question. On ne parle jamais d'autoconsommation. Il y a une raison? Oui. Oui, il y a une raison. Effectivement, donc en France, il y a deux modèles. Soit on vend la totalité de ce qu'on produit, soit on autoconsomme et on vend le surplus. De ce qu'on a pu étudier à la DUM à travers les analyses d'opportunités, les bâtiments publics sont, on va dire, rarement pertinents à d'autoconsommation. Je vais mettre quelques petits guillemets. Il y a quelques équipements publics qui sont super pertinents d'autoconsommation. Je vais classer dans ces bâtiments-là les piscines, les patinoires, les gros centres tertiaires, les bureaux avec éventuellement de la climatisation. En tout cas, il faut de la consommation électrique en plein été. Et donc, à savoir au mois de juillet, août, quand les bâtiments publics sont généralement fermés, à savoir tout ce qui est école, gymnase, c'est là qu'on produit le plus de solaire. Et donc, du coup, le modèle de l'autoconsommation est rarement en adéquation avec le modèle de consommation des bâtiments publics. J'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, s'il y a une opportunité sur un des bâtiments, faut la creuser. Mais c'est rarement le cas. Merci. Sébastien, à toi. Sébastien Compagnie, directeur de la DUM. Oui, parce qu'on est plusieurs Sébastien à la DUM. Et en plus, on est dans le même bureau. Oui, simplement par rapport aux propos que Sébastien Brunet évoquait, sur l'autoconsommation, vous apportez une réponse. C'est vrai que les piscines sont bien adaptées. Je ne suis pas sûr encore qu'il y ait de patinoires sur le territoire de Mont-d'Arverne. L'avantage que vous avez, à l'évidence, c'est que vous avez une bonne connaissance des puissances installables sur votre patrimoine. Et que demain, si on veut faire de l'autoconsommation collective sur des puissances un peu importantes, 36 et 100, le fait de savoir que vous avez du potentiel sur certains bâtiments, ça pourra permettre d'amorcer la réflexion. À l'évidence, vous avez une longueur d'avance. Quand je parle systématiquement, quand j'interviens devant des élus, que je dis que ceux qui savent ont une longueur d'avance sur ceux qui ne savent pas, là, vous avez une longueur d'avance. Si demain, vous deviez avoir un appel à manifestation d'intérêt
lancés par l'État pour faire de l'autoconsommation collective, le fait de bien connaître de manière assez précise les bâtiments sur lesquels installer du 36 ou du 100 kW crête, vous aurez cet avantage-là et de fait derrière un accompagnement et sûrement des subventions. Catherine Fromage, c'est à vous. Oui, merci de. Voilà. Oui, ça y est, je l'ai enlevé, merci. Super. Justement, pour revenir sur l'autoconsommation, nous, on a un bâtiment qui a été ciblé sur la commune pour du 9 kW crête. C'est la gendarmerie. Est-ce que ça, c'est pas un bâtiment qui, du coup, pourrait autoconsommer l'électricité qu'elle produit parce qu'on en a besoin toute l'année? Alors peut-être, je vais répondre rapidement les questions peut-être un petit peu plus individuelles. N'hésitez surtout pas à me contacter derrière demain, la semaine prochaine. Il faut vraiment regarder en fait à chaque fois qu'on a un bâtiment s'il consomme de l'électricité en plein été. Donc c'est vrai qu'il va falloir aller creuser, voir si il y a des climatisations dans cette gendarmerie. Est-ce que vraiment ils font beaucoup de bureautique ou voilà, est-ce qu'il y a un besoin d'éclairage naturel important en plein été à aller regarder. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment que 70% de ce que va produire la centrale puisse être autoconsommé pour que le modèle de l'autoconsommation soit plus pour alimenter les tasers, oui, soit pertinent par rapport à la revente totale. D'accord, merci. Simplement peut-être pour compléter les propos de Sébastien, c'est vrai que bon, la gendarmerie, c'est quelque part du logement avec de l'activité tertiaire qui est allée sur les 7 jours de la semaine. Néanmoins, on a des outils, notamment un petit outil vert qui peut aider à ça. Je parlais du compteur Linky qui permet justement de bien connaître les appels de puissance et à quel moment. Donc ça, c'est hyper utile pour pouvoir mesurer et installer ce type de solution en autoconsommation sur ces bâtiments. Donc ça, c'est Solaire Dome. J'ai peut-être omis de le dire tout à l'heure sur la présentation. On voulait une opération comme Cocon 63, simple, facile à mettre en œuvre, pas très cher, subventionné, quelque chose qui soit sous la forme d'un package. Là, c'est ce qu'on propose. Si on commence à rentrer dans un niveau de... C'est pas pour ça que, Catherine, on va pas le faire, hein, mais quand on rentre dans un niveau de détail où il faut analyser le talon de consommation, les appels de puissance, mesurer avec Linky si on est dans les clous ou pas, et si on va autoconsommer 70%, tout de suite, on est dans une réflexion où on risque de passer à côté de la massification. Or là, l'idée de Solaire Dome, c'est de faire la massification. Néanmoins, au-delà de Solaire Dome, les 9 kW crête en production-vente, sur du 3, du 36 et du 100, l'objectif, c'est de pouvoir peut-être être beaucoup plus fin et réfléchir à ce type de solution-là. Voilà. Sébastien, je te propose peut-être de faire le focus sur les questions qu'on a reçues en amont de la réunion, notamment de la part de La Roche-Noire, Saint-Georges-sur-Allier et Aulois. Voilà, ça laissera peut-être le temps, je dirais, à d'autres personnes de réfléchir aux questions qui peuvent concerner aussi le patrimoine de leur commune. D'accord. Du coup, je vais les reparcourir dans l'ordre effectivement où elles sont arrivées. Voilà, le document est là. La Roche-Noire, j'ai répondu par mail à Monsieur Brua parce que ça concernait vraiment, on s'était trompé sur la géolocalisation d'un de ces sites et puis il me posait des questions par rapport à une structure métallique. Donc là, je suis en train de creuser sur ces points-là. Il n'y a pas besoin d'apporter de réponse collective. Par rapport à Saint-Georges, M. Cormeret nous demandait si on s'était rapproché des ABF. Donc oui, effectivement. Et sur Saint-Georges, c'est le cas. Il y a un monument historique, donc une zone de 500 mètres autour du monument dans lequel l'architecte des bâtiments de France a son droit de regard. Donc nous, on a rencontré l'architecte des bâtiments de France sur tous les bâtiments qui ont une servitude avec un monument historique. Et l'ABF, donc Madame Cros, sur votre territoire, a donné son avis favorable ou défavorable bâtiment par bâtiment. En gros, et donc ça vous est présenté dans les synthèses. Si dans la fiche synthèse,
il y a un avis défavorable, c'est qu'il y avait une opportunité solaire, mais le bâtiment n'a pas été retenu par l'architecte. Et si vous avez une fiche d'opportunité qui vous est présentée, mais que vous étiez dans un périmètre de monument historique, ben c'est que l'architecte des bâtiments de France y est favorable. Et puis par rapport à une question toujours sur Saint-Georges, est-ce que SolarDome est compatible avec les projets globaux, notamment, je ne sais pas, vous avez envie de rénover complètement votre école, est-ce qu'on peut intégrer le 9 kW crête de SolarDome dans cette rénovation globale? Alors, on peut toujours, mais si vous avez une rénovation globale qui se fait sur un bâtiment, autant le travailler avec votre maîtrise d'œuvre. En fait, ça va être une histoire de calendrier, hein. Donc, voilà, avoir l'intérêt que ce soit fait dans SolarDome ou à côté, j'ai envie de dire, c'est que dans SolarDome, vous allez peut-être un petit peu plus facilement aller chercher des aides, notamment l'aide du département. Hors SolarDome, vous aurez d'autres aides finalement. Vous pourrez avoir des aides plus de la DETR, du FIC, des aides un peu plus classiques qui prendront en charge aussi votre installation. Donc à voir. Et puis les questions d'Aulois. Donc en quoi consiste l'entretien annuel? L'entretien annuel, en fait, c'est pas du nettoyage de panneaux, c'est de la vérification électrique. C'est-à-dire que c'est un passage annuel. Ça s'apparente plus un petit peu à ce qu'on fait sur les chaudières gaz. C'est-à-dire il est vérifié que les connexions sont toujours bonnes, qu'il n'y a pas eu d'échauffement. On en profite aussi pour s'assurer que la centrale produit bien ce qu'elle doit produire. Voilà, c'est une visite de contrôle. C'est pas une visite de remplacement de matériel. Pourquoi est-ce que je parle de 20 ans? C'est vrai que tout à l'heure, Mickaël l'a précisé dans la discussion. 20 ans, c'est le contrat que vous allez obtenir auprès de l'État pour vous faire racheter votre énergie électrique, donc qui va vous assurer une rentabilité à votre investissement. Mais les panneaux vont produire plus longtemps. Aujourd'hui, il y a des panneaux qui ont 30, 35 ans et qui produisent encore. Donc, c'est plus, je pense, les nouveaux panneaux qui vont produire encore plus dans 30 ans que vous allez les changer, que vraiment leur fin de production. Eux, ils continueront toujours à produire de l'électricité, un petit peu moins qu'à leurs premières heures, mais ils en produiront toujours. Et il y a les dernières questions d'Aulois avant de revenir sur le chat. En cas de panne, comment est financé le remplacement? Alors là, les principaux organes sont garantis. Donc, je le disais tout à l'heure, panneaux et onduleurs, il y aura des garanties de panneaux, ce sera sûr, ce sera garanti sur 20-25 ans. Onduleurs, il y aura un calcul à faire entre soit une provision, soit prendre des extensions de garantie sur 20 ans. Et même aujourd'hui, il y a des onduleurs qui sont garantis 20 ans, des micro-onduleurs qui sont garantis 20 ans. Donc, ces deux organes-là seront garantis. Et puis, cette dernière question concernait le recyclage. J'ai eu l'occasion, à quasiment chaque réunion dédiée au photovoltaïque, d'aborder ce point-là. Aujourd'hui, en fait, on sait faire. Il n'y a pas de souci sur le recyclage des modules. Plus de 95% des modules photovoltaïques sont recyclables. Et en fait, c'est un petit peu comme dans l'électroménager. Chaque fabricant adhère à l'association qui s'appelle PV-Cycle et ça garantit le recyclage des modules en fin de vie. Si vous avez plus de 20 modules, vous les descendez de votre toit. Il faut toujours les descendre de son toit quand même. Dans 20 ans, enfin dans 30 ans, dans 50 ans, quand ils seront recyclés, vous les descendez du toit, ils viennent les chercher et ils les emmènent dans une usine de valorisation. Et si vous avez moins de 20 panneaux, il faut les emmener sur des points d'apport volontaires. Il y en a sur la métropole. Je n'ai pas regardé, j'ai oublié de regarder s'il y en avait sur Mont-d'Arverne, mais il y en a sur Cournon, par exemple, c'est sûr. Et après, donc, il y a une usine en France, pour l'instant, qui traite les panneaux solaires, et une usine de Veolia dans les Bouches-du-Rhône. Et ils sont capables de reséparer et de revaloriser 95% des modules photovoltaïques. Voilà pour les questions qui ont été posées en amont. Est-ce que sur le chat… Alors, il y en a une. Y a-t-il eu de nouvelles fiches après le positionnement des communes?
Donc, je posais la question, nouvelle fiche dans quel sens? Est-ce un nouveau modèle ou d'autres fiches d'engagement des collectivités? Et il y a une question qui, peut-on encore se positionner? Sébastien? Oui, je laisse répondre Sébastien. Moi, j'ai répondu pour la commune qui posait la question du positionnement. Les communes ont jusqu'à la fin de l'année pour encore se positionner si elles le souhaitent. Il faudra qu'elle délibère, d'ici le 31 décembre pour indiquer quelle toiture, quel bâtiment elle souhaite positionner dans le programme, sur quelle année, tout simplement. Et bien entendu, ne pas hésiter à nous contacter après la réunion pour avoir des précisions s'il y en avait besoin. Toi, Sébastien. Oui, par rapport au positionnement, je te rejoins. Si c'est des bâtiments qui n'ont pas été étudiés, il faudra vraiment faire très vite auprès de nous, à DUM, passer toujours par Michael, hein, on bosse en binôme là-dessus. Voilà, il y a un petit temps d'analyse. J'espère que c'est des bâtiments qui ont été étudiés. En tout cas, s'ils ressortent dans les analyses d'opportunité, vous avez encore, il faut délibérer avant la fin de l'année là pour constituer le groupement. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles fiches qui ont été envoyées. Hein, si c'est ça, le potentiel solaire de vos bâtiments n'a pas changé en un an. Le tarif d'achat de l'énergie a un tout petit peu évolué, mais pas énormément. Donc, on n'a pas réactualisé vos fiches. Ça ne change pas grand-chose. Il y avait une question aussi de Pascal Pigot qui disait si on l'avait refait, tu me diras si je me trompe, j'essaie de la retrouver, des simulations intégrant l'aide du conseil départemental pour voir si au-delà des 15,6 ans qui étaient spécifiés, on retombe à quoi, 11-12 ans avec les 5 000 € de subvention? C'est ça. J'ai pas actualisé les fiches, mais effectivement, 25% de subvention, ça fait baisser de entre 3,5 et 4 ans le temps de retour à chaque fois. Ok. Je vois une question d'Aulois. Alors, il y avait aussi Madame Fournier. Je ne sais pas si l'avis de l'ABF avait été pris avant que les analyses nous soient présentées. Si. En décembre dernier, les avis de l'ABF étaient pris en compte. Donc après, il n'y a pas de raison qu'elle ait changé, ou des fois, il y avait des choses à vérifier sur site, mais dans ce qui vous a été présenté, les avis de l'ABF étaient OK. Comment Enedis voit la gestion de l'équilibrage du réseau? Ici à Aulois, nous sommes déjà victimes de beaucoup de micro-coupures. Enedis invoque la production solaire comme cause des micro-coupures. Ah, ça, je saurais me rapprocher de quelqu'un à Enedis pour savoir qui dit ça. Là, je ne sais pas. En fait, nous, la convention qu'on a avec Enedis, c'est vraiment, on donne des coordonnées GPS des bâtiments qui ont un potentiel solaire et une puissance à raccorder. Et en fonction de ça, eux, je sais qu'ils le traitent aussi par informatique, hein, ils savent si les postes de transformation sont en capacité d'accueillir de la production solaire. Et de ça, ils font 4 catégories. Soit c'est un raccordement simple, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le raccordement, il va être à 1 300 €. Soit il y a nécessité de créer une extension de réseau pour aller vers un autre poste transfo sur lequel il y a plus de place, entre guillemets. Soit il y a des contraintes moyennes ou des contraintes fortes. Et là, en gros, le raccordement peut être onéreux, mais c'est qu'ils ne savent pas. Donc, je saurais vous répondre précisément sur Aulois et ces histoires de micro-coupures. En tout cas, on pourra regarder ensemble les avis qu'ils ont mis, si c'est des raccordements simples ou s'ils ont mis des contraintes à chaque fois. Une question de Pascal Bruat qui souhaite avoir des précisions sur la différence entre le revenu brut et le revenu net sur les dépenses. Voilà. En fait, la différence, c'est que ça prend en charge les coûts de fonctionnement. Le revenu brut, le temps de retour brut, c'est votre investissement divisé par vos revenus générés sur 20 ans. Le temps de retour net, ça prend en compte ce qui devrait toujours être pris en compte, c'est-à-dire le fait que quand même, elle va vous coûter un petit peu votre centrale. Je vous disais tout à l'heure, des taxes, contrats d'entretien,
éventuellement une provision pour remplacer l'onduleur. Enfin, voilà. C'est le temps de retour net qui est intellectuellement le meilleur à regarder. Commercialement, on va toujours vous parler en temps de retour brut. J'ai deux mains levées, donc Marc Vandamme et ensuite Stéphane Dubos. Et on pourra peut-être revenir, je vois qu'il y a aussi des nouvelles questions sur le chat. Peut-être à M. Vandamme. Marc Vandamme, si vous m'entendez, 512. Une question plus générale, est-ce qu'il y a des recours possibles pour les ABF? Est-ce que leur avis est donné et définitif? Comment peut-on... enfin, est-ce que c'est modifiable? On a travaillé vraiment en partenariat avec les ABF pour savoir leur avis. Je crois qu'en tant qu'élu, vous pourriez aller plus loin si vraiment vous avez envie. Je sais pas. En fait, ils ont une position assez facile à lire. C'est-à-dire que si le photovoltaïque n'est pas visible depuis le monument historique, ils sont d'accord. S'il y a une covisibilité entre les panneaux et le monument classé, ils n'aiment pas. Donc voilà, je trouve que ça, ils ont eu le mérite de faire l'exercice. Si c'est le seul bâtiment sur lequel vous pouvez mettre du photovoltaïque, bah, essayez de revoir avec eux. C'est des gens qui sont ouverts à discussion, hein, représenter la chose. De toute façon, dès lors qu'on sera dans un périmètre de monument historique, il faudra des panneaux avec des cadres noirs. Voilà, ils ont quand même quelques exigences, mais ça se fait. Hein, puis c'est pas technologiquement beaucoup plus, c'est même pas plus cher. Donc voilà, je suis pas trop dans l'opposition là-dessus. À vous de voir. On a le principe quand même au départ de pouvoir associer les architectes des bâtiments de France, et donc Muriel Cros en l'occurrence qui intervient sur votre secteur, c'était justement d'éviter de vous présenter des analyses d'opportunité qui n'intègrent pas l'avis de l'ABF pour que derrière on se fasse retoquer les projets ici ou là. Si sur 100 analyses d'opportunité on en avait 15 ou 20 qui tombent à la trappe parce que a posteriori ça aurait été un peu une déception pour ce qui vous concerne. Donc c'est pour ça qu'on a bien pris soin en amont. Et Dieu sait que Sébastien a passé un temps infini avec Muriel Cros et avec Régis Delubac pour analyser dossier après dossier, et clairement sur la base d'une map, hein, il a été en mesure ou elle est en mesure de dire oui ou non. Alors certes, nous n'avons pas fait signer un bout de papier qui dit que pour la commune Tartignolles, à partir du bâtiment qui constitue le point d'ancrage de l'AMVAB, ZPPAUP ou le périmètre, on n'a pas fait signer. Bon, mais normalement, le travail a été fait, donc il y a quand même peu de chances. De là, comme dit Pascal, aller au TA. Bon, non, on n'a pas fait signer, mais bon, après, je pense qu'il y a une relation de confiance, franchement, qui s'est établie entre, en l'occurrence, Sébastien. Je crois même que Mickaël avait participé à quelques réunions Oui. en présence de Muriel Cros. Donc voilà, c'est plutôt positif. Sébastien l'a dit, ils ont leur façon de voir les choses, point barre si on respecte ça, et ils ont émis un avis sur chacun des bâtiments. On l'a vu tout à l'heure hein, sur Saint-Amand-Talande, malheureusement, je crois qu'il y a un élu qui représente Saint-Amand-Talande. Voilà, c'est bon. Après, c'est toujours une discussion. Hein, on peut toujours mais bon, après ils sont un peu parfois clairs, carrés sur certaines situations. Mettre des panneaux photovoltaïques sur une toiture d'église, ça, faut oublier. Oui, on va donner la parole à Stéphane Dubos qui la demande depuis un certain temps. À vous, Stéphane. Stéphane Dubos. Ah. Bon, il y a David Borel, excusez-moi, qui souhaite poser une question également. Oui, bonjour, David Borel de Saint-Amand-Talande, justement. Je reviens juste une dernière fois, promis, sur les bâtiments de France. Du coup, j'ai
peut-être mal compris, Monsieur Brunet, quand on a reçu une fiche d'opportunité sur des bâtiments et soumis à avis des Bâtiments de France, est-ce que du coup ça veut dire qu'ils n'ont pas donné d'avis défavorable ou parce que du coup pour Saint-Amand, quasiment tous les bâtiments sont considérés comme défavorables dans le PowerPoint? C'est ça. En fait, s'il y a une fiche bâtiment, c'est que Oui. l'avis n'est pas défavorable. Sur Saint-Amand, ce que je sais, c'est que les 9 kW crête, il a été défavorable sur tous les 9 kW crête. Après, il y avait peut-être des fiches avec des bâtiments présentant d'autres puissances, des 3, des 5, des 8 kg. Non, on a des bâtiments à 9 sur lesquels on a les fiches. Donc logiquement, si vous nous avez envoyé les fiches, c'est que potentiellement c'est possible. On en a plusieurs à 9. Et je me faisais la remarque que le Mont d'Arverne a un projet sur le multi-accueil des Chérubins, qui, si je ne me trompe pas, est situé à Saint-Amand, donc dans le même périmètre du même monument. Et a priori, il est dans le tableau. Donc je me posais la question, et on a un bâtiment qui est juste à côté en plus. Donc, on le vérifiera ensemble sur Saint-Amand. Peut-être que oui, dans la slide où j'ai mis ABF défavorable, ouais, on regardera. Ok. Après, il y a certainement comment dire, je pense qu'il y a un enjeu sur Saint-Amand-Talente peut-être à faire une visite quand ça sera possible. Alors, enfin, c'est vrai que le contexte est compliqué, mais sur site avec Muriel Cros. Parce que c'est vrai que nous, dans les deux bâtiments qu'on met, je dirais, dans Solaire Dome, c'est les deux seuls qu'on peut mettre, hein, parce que tout le reste de nos bâtiments qu'on aurait pu mettre sont classés par l'ABF. J'irai le multi-accueil, j'irai les Chérubins. Donc peut-être qu'un point géré sur site avec Muriel Cros permettrait peut-être au moins d'apporter des clarifications sur le positionnement de l'ABF sur les bâtiments communaux. Et j'insiste aussi, c'est pas parce qu'on est dans le périmètre du même bâtiment que l'avis va être le même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de co-visibilité pour eux. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir du photovoltaïque sur les Chérubins qui ne va peut-être pas présenter la même co-visibilité avec le monument classé. Enfin, faudrait se rendre compte sur le terrain, hein, mais ils ont vraiment eu cette approche fine, bâtiment par bâtiment, et non forcément cercle par cercle à dire oui autour de celui-là, non autour de celui-ci, quoi. Stéphane Dubo, alors Stéphane Dubo, il n'arrive pas à activer son micro. Si tu es l'organisateur, Michael, peut-être appuyer sur je ne sais quel bouton pour désactiver. Je pense, pour répondre à David, en attendant que Michael désactive ou active le micro de Stéphane, je crois que Nathalie et Florence avaient prévu justement de rencontrer Muriel Cros. Je pense que oui, en effet, il faut rencontrer, discuter avec les gens. Je ne veux pas dire que ça se négocie, mais clairement rencontrer, discuter, montrer la volonté et autres. Après, certes, sur certains points, il y a des points de blocage et ce n'est pas la peine d'aller plus loin, hein, mais je pense qu'il faut clairement aller les rencontrer. Oui. Pour Stéphane Dubo, son micro, normalement, est réactivé. Enfin... Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, alors, merci. Du coup, j'avais posé des questions par écrit, mais je vais les reposer à l'oral. On m'a posé deux questions quand j'ai commencé à présenter la démarche sur deux types de bâtiments différents. Il y en a un qui vient d'être évoqué par ailleurs par écrit, j'ai vu sur les églises, puisque nous, on a une église qui n'est pas classée monument historique, et donc je voulais savoir s'il y avait du retour sur des installations de panneaux photovoltaïques sur des églises et des éventuelles réticences de certains citoyens. Et l'autre question, c'est un autre type de bâtiment, c'est sur les écoles, où on m'a posé des questions sur les impacts sanitaires éventuels pour les élèves en dessous. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout persuadé qu'il puisse y avoir des effets. J'ai même des panneaux solaires au-dessus de la chambre de mes enfants, mais j'aimerais avoir des arguments. Je vais répondre sur les deux typologies de bâtiments. Sur les églises, effectivement, si elle n'est pas classée, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le choix. C'est même en fait sur ces bâtiments-là que certains maires... je vais dire écolo, commence par ce site-là pour montrer un peu l'engagement de la commune. C'est sûr que c'est un marqueur.
Je sais que dans l'Est, il y a des maires là, qui l'ont fait, Ungersheim et autres. Et puis, plus localement, vous pouvez aller à Moncel, où l'église est équipée de panneaux solaires dans les Combrailles. Moi, j'y crains pas, hein, d'un avis purement personnel, ça s'intègre plutôt bien. Par rapport aux écoles, j'ai cherché. C'est vrai qu'on le lit, ça et là. Après, on en lit beaucoup des choses. J'ai cherché des informations fiables qui pourraient remettre en cause ces points-là. J'ai rien trouvé de pertinent. Une installation photovoltaïque reste une installation électrique. Donc oui, il y a un champ magnétique, mais comme dans toute installation électrique, donc dans tout bâtiment qui nous entoure, j'ai rien trouvé. C'est pas le silicium encapsulé dans le panneau qui va émettre quelque chose de particulier. Il n'y a pas de matériau plus nocif que dans tout organe électrique. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi est-ce que ça ferait plus de mal à nos enfants qu'une autre installation électrique. Je ne pense pas. Voilà, j'avais cherché aussi de mon côté, j'ai rien trouvé, c'est pour ça que je me tournais vers vous pour savoir si vous aviez des sources d'informations un peu fiables, effectivement, parce que c'est des fois un petit peu des légendes urbaines qui font peur. Il y a peut-être aussi sur les ondes électromagnétiques. C'était une des questions sous-jacentes par rapport à ça. Il y avait l'incendie, il y a les ondes électromagnétiques. C'est vrai que quand on voit le Wi-Fi qui traîne dans les écoles, l'interconnexion avec les tableaux blancs dont j'ai omis le nom maintenant, les téléphones portables qu'ont les agents, les enseignants et peut-être même certains gamins, bon voilà, ça aussi ça concourt à donc pas plus que ces usages-là. Pas plus que ces usages-là. Merci, parce que l'exemple des panneaux numériques, je le ressortirai puisqu'on en a dans nos écoles. Donc, on a des panneaux, on a des téléphones portables, c'est des arguments qui seront mis en parallèle. Merci. Est-ce que, Mickaël, il y a eu d'autres questions? Regarde. A priori, non. En tout cas, je ne pense pas. Si vous avez des questions, c'est l'occasion. Hein, Pardon, Mickaël, du coup, j'ai vu que j'avais toujours le micro, donc j'en profite avec deux autres questions qui me sont venues tout à l'heure. C'est toujours Stéphane Dubos, donc à Thaland. Au niveau du prix de vente dans le contrat, je suppose qu'il est actualisé avec les barèmes classiques de chez Enedis, comme pour une installation de particulier. Il y a une actualisation annuelle? C'est ça. Donc, en fait, vous topez pour un prix pour les 20 prochaines années au moment où vous faites valider votre demande de raccordement auprès d'Enedis. Donc, après, ce prix n'est plus lié à l'arrêté qui révise les tarifs tous les 3 mois. Par contre, ce prix évolue en général auprès des particuliers et puis jusqu'à présent des collectivités également, plutôt à la hausse, puisque c'est indexé sur des indices de coût de la vie, de coût des matériaux électriques. Mais donc, oui, le tarif d'achat évolue un tout petit peu. D'accord. Et l'autre question qui m'est venue quand vous avez évoqué le fait de pouvoir phaser sur plusieurs années, je suppose que le paiement se fera bien au moment où on passera les bons de commande, c'est-à-dire si on prend 2 bâtiments en 2021 et 2 en 2024, on paye au moment où on fait les installations. Oui, tout à fait. Oui. Ça permet aux entreprises d'avoir une lisibilité de charges, mais elles ne vont pas vous demander de payer à l'année 0 si l'installation se fait dans 4 ans. D'accord, très bien, merci. J'ai Monsieur Vandamme, à nouveau, Nadia, il doit y avoir une autre personne. Donc, on commence par Monsieur Vandamme et ensuite, Nadia, tu pourras intervenir. Oui, comme apparemment il y avait un creux, je pose une petite question par rapport au moment de l'installation des panneaux. Oui, pour être précis, par exemple, la pente du toit n'est pas satisfaisante. Qui est-ce qui va s'en occuper? Est-ce que les panneaux vont être
orienté et c'est à la charge de l'entreprise? Est-ce que c'est la commune qui doit refaire son toit ou réaménager? Et voilà, qui est-ce qui prendrait en charge? Est-ce que voilà, mais c'est peut-être l'entreprise qui s'en occupe intégralement. Alors, je pense même que ça va être plus simple que ça, c'est-à-dire que les panneaux seront toujours mis dans le pan de la toiture. Je ne sais pas à quel cas vous pensez, mais une pente insuffisante. Du coup, vous n'êtes pas dans Solar Dome. Parce que dans Solar Dome, la pente est forcément de plus de 10%, 10 degrés. OK. Il n'y a pas de toiture terrasse, par exemple, dans les 9 kW crête de Solar Dome. Parce que justement, sur une toiture terrasse, effectivement, ça se travaille très vite avec des sheds, mais les coûts pour estimer une installation photovoltaïque sur une toiture terrasse sont vraiment différents en toiture. Là, toutes les analyses qui ont été présentées sont sur des toitures inclinées. Alors, effectivement, toutes plus ou moins, mais elles ont toutes plus de 10 degrés, c'est sûr. En général, dans nos bâtiments, on est entre 20 et 30 degrés, hein, les inclinaisons de toiture. Donc, en tout cas, non, les installations, elles ne vont pas aller récupérer une orientation ou une pente plus optimale. Elles seront toujours dans le pan de la toiture. Merci. Nadia Heinreich. Oui, alors moi j'avais juste une petite remarque et puis une question concernant l'aspect ABF pour Saint-Amand-Talande. Simplement signaler qu'il y a une opération de rénovation sur la salle polyvalente et que ce qu'on s'était dit, c'est qu'il y avait aussi l'opportunité d'utiliser une opération un peu plus globale et le fait d'avoir une maîtrise d'œuvre pour aller rencontrer l'ABF dans le cadre de ce projet et de leur présenter une insertion et de travailler avec l'ABF et de se dire il y a peut-être une chance de déclencher quelque chose dans le cadre d'un projet global. Donc ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a d'autres communes dans ce cas-là, d'utiliser le projet global pour travailler sur les insertions. Et du coup, ça m'amène une question. J'ai relevé en fait dans la présentation qu'on a parlé de déclaration préalable de travaux qui serait à la charge des communes. Et en fait, ma question toute bête, c'est est-ce que toutes les communes sont disposées et ont les moyens de déposer une déclaration préalable, puisqu'il y a, je crois, un aspect insertion paysagère à fournir dans le formulaire. Est-ce que ça pose pas de problème ? Alors, du coup, la question n'est pas vraiment pour moi, là. Alors, techniquement, est-ce que c'est gérable de faire une déclaration préalable pour toutes les installations ? Il y a un petit travail graphique à faire. Vous êtes outillé, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas sûr que toutes les communes soient outillées pour sortir des plans. Moi non plus. Et dans ce cas-là, est-ce que le prestataire peut se charger de faire la déclaration préalable si ce n'est pas possible, par exemple ? L'entreprise. Pourquoi pas, ils le font dans le bâtiment. Hein. Ils le font pour les particuliers, oui. Moi, ça me paraît compliqué que toutes les collectivités soient outillées pour le faire. Donc, voilà, c'est un petit sujet, mais à voir quand même, je pense. En général, reprenez-moi là, parce que ce n'est pas forcément mon domaine de... Mais les déclarations préalables sont instruites en commune ? Alors, ce n'est pas tant le sujet de l'instruction, c'est plutôt les pièces à fournir avec le CERFA. Il y a, dès qu'on touche à l'aspect esthétique de la façade et du bâtiment, une insertion paysagère à fournir. Et donc, ça demande une photo et un petit travail d'incrustation. Et ça, ce n'est pas qu'un formulaire à remplir. Donc, c'est par rapport à ce sujet-là qu'il y a peut-être une vérification à faire. Ah non, mais c'est sûr que toutes les communes sont outillées. Ils n'ont pas les outils, mais on peut peut-être trouver quelqu'un. Je pense que l'entreprise, comme le disait Sébastien, elles le font pour les particuliers, oui. Puisqu'elles déposent, elles ont intérêt à ce que ça se fasse, donc je pense qu'elles sont outillées. Hein. C'est peut-être à vérifier auprès auprès de chaque commune. Voilà. T'en as pas un qui est pas trop loin de la Comcom, Vert, tu posais la question. Ça vaut le coup de lui poser la question. Je pense que c'est sécuriser un petit peu la procédure derrière. Ça marche. Ah, Stéphane Dubos, à nouveau. Oui. Et je vous laisse la parole. Toujours ce problème de micro. Allô? Oui,
Toujours le problème de micro, pardon. Donc oui, c'était simplement pour répondre en partie pour ça, puisque moi je vois passer pas mal les déclarations de travaux, et en général, ce qui est insertion paysagère, c'est les entreprises le fournissent très facilement parce qu'elles ont les moyens de faire les insertions à partir d'une ou deux photos, et je pense que ça peut être quelque chose qui serait valablement intégré dans le cahier des charges pour demander que ce soit eux qui fournissent au moins l'insertion paysagère, même s'ils ne font pas la déclaration préalable, mais qui fournissent au moins l'insertion paysagère, parce que je pense qu'ils ont largement les moyens de le faire, ceux avec lesquels on travaille localement en tout cas. C'est noté, ça marche, ouais. On le mettra dans l'accompagnement administratif qu'on leur demande auprès des membres. Il y aura effectivement les demandes de raccordement et on pourra demander effectivement les insertions paysagères. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas regardé sur le chat depuis tout à l'heure. Il y avait une remarque de Stéphane Dubo. Oui. Concernant, nous avons déjà des remarques défavorables sur la réduction du temps d'éclairage public mise en œuvre ces jours-ci. Je m'attends à la même chose sur le solaire. De quel type, Stéphane? Oui. Je reprends la main. Non, c'était juste une remarque que je faisais par rapport aux commentaires tout à l'heure de Pascal Pigot et Gilles Pétel sur les réticences qu'on peut avoir de certaines personnes. Et effectivement, on vient de mettre en place une réduction de la durée d'éclairage public nocturne. Et on a tout de suite eu des remarques désobligeantes, on va dire. Donc, on aura peut-être la même chose sur des panneaux solaires sur l'église ou sur les écoles. Voilà, c'est juste qu'il faut aussi attendre. On a certains réticents sur plein de choses. Oui. Avec le photo, c'est dur de faire des généralités parce qu'en général, ça, c'est les exceptions du coup qui font ces réticences et en général, ils parlent plus fort que les autres. Le photovoltaïque a plutôt bonne presse. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va être favorable, mais voilà, c'est pas de l'éolien, par exemple, ou c'est plutôt bien vu en général. Mais c'est sûr que en tant qu'élu, il faudra affirmer vos choix et mettre en avant ce pourquoi vous le ferez. Je pense quand même que ça plaira à plus de personnes que ça n'en mécontentera. Oui, puis comme toute installation ou tout, il y a aussi pour des personnes, je dirais, les premières seront peut-être compliquées entre guillemets, et avec l'habitude, c'est quelque chose qui va, comment dire, qui va rester dans le paysage et les gens prendront l'habitude d'avoir ces installations-là. Je dirais qui concourent quand même, je dirais, pour limiter les dégâts au niveau climatique. Donc, faut faire confiance à l'intelligence des gens, même si effectivement, il y aura toujours des gens contre. Et comme je voyais dans certains commentaires, ce sont souvent ceux qu'on entend le plus. Ceux qui sont d'accord ou qui ne sont pas opposés, ils n'éprouvent pas le besoin de le dire. Peut-être aussi, vous avez un outil au niveau de l'intercommunalité qui s'appelle le Club Climat, où là, justement, vous invitez les acteurs du territoire, les citoyens. Ça peut être justement l'occasion de travailler sur l'information, la vulgarisation de ces solutions-là, et de bien rappeler pour la Xème fois que justement on est là pour baisser nos consommations et puis produire localement. Voilà, concrètement, les collectivités s'engagent et qu'elles tâchent de montrer la voie aux concitoyens. Et ce club climat, ça peut être aussi un lieu d'espace, un espace d'échange, de discussion pour faire en sorte que ces concitoyens-là puissent écouter aussi l'intérêt d'aller vers ces solutions-là. J'ai Nadia qui me met un petit message. Évoquez peut-être la visioconférence sur l'autoconsommation photovoltaïque. C'est une des questions qui est intervenue au tout début de notre session. Donc, à titre d'information, le 24 novembre prochain, en visioconférence de mémoire à partir de 9h, et vous avez dû recevoir l'invitation. Sinon, vous allez sur notre site internet. C'est donc une visioconférence sur l'autoconsommation photovoltaïque, donc qui peut vous concerner en tant qu'élu. Voilà. J'en profite aussi, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les services, pour vous dire que Gilles Pétel, ici présent,
et a été désigné pour être vice-président de l'ADUM. Voilà. Oui, merci Sébastien de me faire de la publicité. Il en fallait un. Non, je rigole. Non, j'ai pas l'habitude de rigoler, tu sais bien, Pascal. Bon, est-ce que, Michael, tu as recensé d'autres questions ou d'autres mains Non, levées? mais j'espère ne pas avoir loupé. Si vous avez des questions, messieurs, mesdames les élus, n'hésitez pas. Après, sachez que c'est pas voilà. Après cette réunion, il y aura quand même un service après-vente et qu'on est là pour vous accompagner voilà, pour vous aider entre guillemets à clarifier vos intentions et vous positionner, je dirais, sereinement sur le sujet, quelles que soient, je dirais, vos décisions. Donc, n'hésitez pas à me solliciter ou même les collègues de l'ADUM sur les aspects techniques pour avoir des précisions ou des clarifications par rapport à votre patrimoine et aux bâtiments que vous souhaiteriez, je dirais, positionner le cas échéant. J'en profite pour répondre j'ai eu un mail des gens de la Roche Blanche. Donc, bien entendu, je vous renverrai l'étude d'opportunité qui a été faite pour le compte de la commune. Il n'y a pas de souci. Et sachez que vous avez jusqu'à au moins la fin de l'année pour vous positionner sereinement sur le sujet. On n'hésitera pas à vous accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Si, monsieur Philippe Tartière, Cournol. Je vous passe la main, monsieur Tartière. Bonsoir à tous. Oui, juste une petite question. Est-ce qu'on peut avoir une exigence sur la provenance du matériel qui sera mis en place? Merci. J'ai envie de dire oui. Alors, je vais développer un tout petit peu. 90-15% des modules sur le marché mondial sont asiatiques. Ce qu'on peut faire, alors ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, dans un marché public, on ne peut pas dire je veux un module français. Ça, c'est législation européenne, on n'a pas le droit par rapport à la concurrence. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre des critères. On va mettre, alors notamment, ce qu'on peut faire dans un marché public, c'est on dit je veux un module Systovi, ça c'est une marque française, ou SunPower, c'est une autre marque française, ou Voltec, une troisième marque française, comme ça j'en ai dit 3. Il y en a quand même des marques françaises. On veut un de ces 3-là, ou techniquement équivalent. Donc là, déjà, l'entreprise, elle va se dire, bon, ils veulent un module français, je vais peut-être essayer de répondre à un module français, mais elle ne sera pas obligée. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que, c'est ce que fait d'ailleurs l'État dans ses dossiers auprès de la CRE, avec la Commission de régulation de l'énergie, les grosses centrales au sol, c'est qu'on demande un critère carbone sur les modules, et donc on demandera à ce que les modules aient un point carbone inférieur à 400 ou 500 kg de CO2 par kilowatt crête, qui est l'unité de puissance installée. Ça réoriente encore la volonté publique vers des modules français, européens, tout en sachant que des modules asiatiques se sont quand même fait certifier dans ces critères-là, parce que il suffit qu'ils alimentent leur usine avec de l'électricité verte, ce qui ne coûte pas très cher en France et ce qui ne coûte pas très cher non plus en Asie, de certifier de l'énergie verte. Et le poids carbone de votre module, il est bas aussi, parce que le transport ne représente pas finalement un poids carbone très, très fort. Et le dernier critère, c'est je l'ai mangé. Je voulais en mettre 3 en avant. Je n'ai plus en tête. Il y a 3 critères. On nomme une marque ou techniquement équivalent. On fait du poids carbone. Et puis, le rendement des panneaux. On va demander un rendement, et ça, de toute façon, ce sera bien pour les installations, ce sera des panneaux de bonne qualité, supérieur à 18 ou 20%. Et là aussi, ça élimine une grande partie de modules asiatiques, même s'il y en a toujours encore qui ont ces bons rendements-là.
ce qui vient d'Asie n'est pas forcément mauvais. Donc voilà, c'est ce qu'on fera. On ne pourra pas dire que c'est des modules français qu'on veut, ça on ne peut pas l'écrire, mais on le fera un peu comprendre dans les pièces de marché. Oui, moi j'ai une question, Sébastien. Gérer les matériels européens et français dans le cadre de SolarDome, est-ce que ça génère un surcoût par rapport à du matériel géré asiatique? Est-ce que gérer l'opération en termes de rentabilité, de retour sur investissement, on est à peu près dans les mêmes durées? Il y a un surcoût, oui. Après, dans les prix qu'on vous a présentés, on a essayé d'être prudent. Donc, je pense qu'avec les prix présentés dans les analyses d'opportunité, on peut être sur du matériel européen et français. En fait, avec des panneaux asiatiques, encore une fois, qui dit panneau asiatique, dit pas mauvais panneau. Hein. Il y a des très très bons fabricants de modules asiatiques. Tous nos smartphones, on ne se pose pas forcément la question d'où ils viennent. Tous nos vêtements, des fois, on sait à peu près d'où ils viennent aussi. Donc, pardon, enfin, bref, c'était quoi exactement la question, Mickaël? Oui, ils seront moins chers. En tout cas, ils seront moins chers. La question, est-ce que ça, et là tu viens d'y répondre, mais est-ce que ça bouleversera ou pas le modèle économique géré du dispositif, hein, ce n'est que ça. Non, voilà. Les prix avancés en analyse d'opportunité sont plutôt sécurisés par rapport à ça. Et donc, ça peut être que mieux. Avons-nous d'autres questions? A priori, non. Est-ce qu'on aurait épuisé les interrogations des uns et des autres? Oui. Oui. Il y a quelqu'un? Oui. Non, c'est bien ce que vous avez dit. D'accord. Merci. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rappeler le calendrier. Hein, pour les communes, c'est là, donc on est le 12 novembre. Jusqu'à la fin de l'année, donc on vous demande, alors c'est vrai que le timing est court, et je pense notamment pour les nouvelles équipes, hein, pour les équipes municipales qui étaient déjà en place sous l'ancien mandat, elles en ont déjà entendu parler, elles ont été amenées à se positionner. Mais on vous demande de vous positionner d'ici la fin de l'année et donc de délibérer sur les bâtiments que vous souhaiteriez positionner dans SolarDome et l'année de leur équipement. Donc là-dessus, comme disait Sébastien tout à l'heure, on va vous transmettre, c'est prévu pour lundi après-midi, hein, donc vous l'aurez dans votre boîte mail, à la fois délégué transition écologique, maire et service des mairies, donc secrétariat de mairie, les pièces, hein, à la fois la délibération type, les annexes, et puis la fiche de renseignement technique dont Sébastien a besoin pour consolider les pièces du marché. Vous l'aurez lundi en fin d'après-midi au plus tard. À partir de là, n'hésitez pas à contacter si besoin, donc moi-même ou les collègues de l'ADUM sur les aspects très techniques. On n'hésitera pas à vous apporter des précisions par rapport à des questions spécifiques sur votre patrimoine. Et si il n'y a plus de questions, si, une dernière. Vous me passez la main. Madame Robert, vous souhaitez poser une question? La fiche de renseignement dont vous parlez là, elle sera type, il y aura des informations dessus, on n'a qu'à cocher ou il faut… Alors, oui, j'essaye de la faire la plus simple possible et à la fois la plus complète. Ouais. Sachez que, bon, pour la délibération, ça avant le 31 décembre. La fiche de renseignement, s'il y a besoin qu'on se passe un coup de téléphone, que j'espère on puisse venir en mairie, on le fera. J'essaye de la faire la plus simple possible, mais n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a besoin de
d'informations pour d'aide au remplissage. D'accord. Merci. Bah, Oui. Oui, une dernière question. J'avais une petite question, mais c'est ce que tu disais, Michael, qui m'a rempli d'un doute. Sur les délibérations que les communes devront prendre là, est-ce que j'ai bien compris ou pas? Il faudra que tous les bâtiments soient recensés dans la délibération, y compris ceux qui seront faits en 22, 23, 24? C'est une bonne question. Ici, oui. Oui. Oui, mais je le voyais comme... Oui, vas-y Sébastien. Oui, parce qu'en fait, on va lancer le marché en 2021, hein, mais après, vous actionnerez vos bons de commande plus tard, mais l'entreprise retenue va l'être dès 2021. Donc oui, il va falloir, dès votre délibération, lister les bâtiments des prochaines années jusqu'à 2024. Ok, d'accord. Donc il faut lister les bâtiments année par année jusqu'en 24. Les bâtiments seront listés dans l'annexe 2. Ce sera à vous de dire oui, je le fais ou non, je ne le fais pas. Et si oui, en quelle année? Quelle année? Ok, d'accord, ça marche. Merci. Oui, bon. Sauf parce que Madame Robert a une dernière question. Non. Non? Non, c'est bon, excusez-moi. D'accord. Écoutez, comme il n'y a plus de main levée, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour ce soir. Hein. Alors, bien entendu, pour les gens qui auraient encore des questionnements dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à appeler ou à poser vos questions par mail et on essaiera d'y répondre très précisément. J'ai rappelé le calendrier. Je vais peut-être passer la parole aux élus de Mont-d'Arvert, donc à Gilles, le président, pour clôturer les débats. Bon, le président, il va passer la parole à son vice-président en charge de l'environnement, qui, à mon avis, est bien plus compétent pour clôturer les débats, si ce n'est de dire effectivement tout l'intérêt qu'on porte à cette opération sur notre territoire pour rentrer dans les cadres et dans les clous de notre PCAET, qui n'a pas été fait en vain si on se met à rentrer dans ces opérations-là. Bon, merci, mon bon président. Mais finalement, tu as pratiquement tout dit, Pascal. En une phrase, tu as le sens de la synthèse, donc c'est très bien. Donc moi, je voulais, puisqu'on en est à la clôture de la réunion, je voulais remercier quand même Nadia et les deux Sébastien de leur présentation et de leur pugnacité sur ce sujet-là. Et puis pour rebondir sur les paroles de Pascal, moi je me disais que si on pouvait avoir, sauf un avis absolument défavorable des ABF qui élit une commune, mais si on pouvait avoir au moins un bâtiment sur chacune des communautés, ce serait un engagement pas factice et assez fort sur la mise en œuvre du PCAET et sur la volonté politique qu'a et Mont-d'Arverne et ses communes de lutter contre le changement climatique et le changement global et la conscience écologique qu'on peut avoir sur le territoire. Je pense qu'on peut clore le débat et la réunion. Et on remercie les gens qui ont pu participer. Et on vous dit à bientôt au téléphone, par mail, et puis j'espère dans la vraie vie, pour avancer sur ce dossier-là. Et surtout par mail, le modèle de délibération. Oui. Merci beaucoup à tous. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.